Bonjour, je suis Nicole Roth. Je suis art-thérapeute du côté de l'art-thérapie contemporaine. À la base, je suis sociolinguiste. J'ai été enseignante pendant 15 ans en BTS Culture Générale et je me suis intéressée aux troubles spécifiques de l'apprentissage et tout ce qui concerne la structure psychique et aux neurosciences. Et du coup, je me suis orientée vers l'art-thérapie contemporaine. Alors, l'art-thérapie contemporaine, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 art-thérapies, donc l'art-thérapie traditionnelle moderne, qui sont plus dans le conscient, et l'art-thérapie contemporaine, elle est plus dans l'inconscient, et elle permet de puiser en nous la créativité qu'on a perdue parce qu'on est trop encombré psychiquement. À l'enfant. Parler de sexualité à l'enfant, c'est extrêmement important parce que ça fait partie de son environnement, ça fait partie de lui. La sexualité ne commence pas à l'âge adulte, la sexualité commence dès la naissance. Il y a 5 stades pour arriver à l'âge adulte et ça commence dès la première fois où l'enfant va téter. C'est la notion de plaisir, la notion de désir, la notion de manque. Donc pourquoi parler de sexualité à son enfant? Tout simplement parce qu'il est important de lui répondre à ces questions. Si on ne lui répond pas, on pose alors un problème, on pose des tabous et il sera gêné par ça. Alors, tout d'abord, la sexualité est un vrai tabou et il faut bien comprendre que dans nos sociétés, déjà Courbet avait peint la vulve d'une femme et Freud avait parlé de sexualité à l'époque, il avait beaucoup été critiqué là-dessus. C'est un vrai problème. On est très dans le tabou, il y a des sujets comme la mort, les troubles digestifs, la sexualité et d'autres qui sont des tabous. Donc il faut absolument que ce ne soit pas un tabou pour nous-mêmes. Donc il faut qu'on puisse réfléchir sur nos propres représentations pour pouvoir après parler à l'enfant. Sinon c'est difficile de discuter avec l'enfant. Quand et comment? Bien tout simplement sans jugement. Quand l'enfant pose des questions. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un stade. Par exemple, si votre fille de 3 ans vient et vous tombez enceinte, ou votre femme tombe enceinte, et elle pose la question, mais comment ça se fait? Vous n'allez pas lui dire tu es né dans un chou. Elle va bien comprendre que c'est pas vrai. Donc il faudra lui expliquer. Et vous avez des encyclopédies qui sont extraordinaires et qui dessinent. Alors les choses ne sont pas dessinées concrètement, mais qui dessinent 2 personnes, le buste de 2 personnes, et il y a marqué « Papa et maman font l'amour », donc c'est un acte d'amour, et donc le spermatozoïde va rentrer dans l'ovule, et ça suffit. Tout est basé sur la communication. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est important de pouvoir cheminer et échanger sur tous les sujets avec nos enfants. Pourquoi en parler? Comment en parler? Eh bien, sans jugement. C'est important parce que on est dans un monde hyper sexualisé et le porno fait partie d'une réalité. Alors, parler à l'adolescent de l'orientation sexuelle. C'est intéressant, c'est important parce que ça fait partie de notre monde. Il faut comprendre qu'il y a 5 étapes de la construction de la sexualité chez l'enfant. Dans ces étapes-là, à un moment donné, l'enfant va se poser des questions sur ses attirances, sur ce qui va lui plaire. D'accord? Dans la vie adulte, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont aucune envie d'avoir de partenaire sexuel. Il y a des gens qui sont célibataires toute leur vie. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une relation homosexuelle, d'autres qui ont envie d'avoir des relations bisexuelles, d'autres qui sont dans une relation où ce n'est pas la sexualité mais la personne, c'est-à-dire que je vais avec un homme ou je vais avec une femme, peu importe, mais c'est la personne. Et d'apprendre cela à l'enfant, ça apprend la tolérance, ça apprend qu'il existe de tout pour faire un monde et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de jugement. Alors, il y a une très grande importance au premier amour. Mais quand est-ce qu'il est le premier amour? Est-ce que c'est le premier amour quand on a 3 ans? Est-ce que c'est le premier amour quand on a 8 ans? Ou est-ce que c'est le premier amour de l'adolescence, du premier baiser, de la première fois?
Est-ce que véritablement le premier amour du petit frère est le même premier amour de la grande sœur ou vice-versa? Évidemment, on est tous singuliers, donc le premier amour, il est différent pour tout un chacun. Mais bien sûr que ça marque. Et puis, c'est notre identité, c'est nos choix. On a choisi de partager quelque chose avec quelqu'un et évidemment, c'est quelque chose qui marque toute sa vie. Alors, la peine de cœur, que ce soit la première ou les autres peines, une peine, ça reste une peine. La peine de cœur, déjà, il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est le cœur qui palpite, c'est les yeux qui se dilatent, c'est les mains qui deviennent moites, c'est la gorge qui se noue. Ou est-ce que l'amour, c'est dans la durée, finalement? Et est-ce que ces effusions que nous avons, des passionnelles, n'est pas vraiment de l'amour vrai, que c'est plus loin, plus tard, quand on a l'amour? Peu importe ce que c'est. L'essentiel, c'est qu'il y a une peine, et c'est ça qu'il faut prendre en charge, la blessure. Donc c'est en parler, apprendre à pardonner, apprendre à avoir du respect. Alors pardonner, ça ne veut pas dire accepter tout et oublier tout. C'est normal de se séparer parfois, quand on est jeune encore plus. Donc quand on ne se comprend plus, il vaut mieux se séparer que de se haïr et de rester ensemble. Alors, la sexualité chez l'adulte, elle est complètement singulière. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même fonctionnement et on n'a pas tous les mêmes traumatismes. Je suis obligée de parler de traumatisme tout simplement parce que 67% des gens ont subi, enfant, au moins un traumatisme. Selon ce que l'on aura subi, selon ce que l'on aura vécu, on n'aura pas les mêmes réactions. Et c'est important, la communication. Car dans un couple, si on ne se parle pas, comment fait-on pour savoir qu'est-ce qui va plaire ou pas dans les zones érogènes, dans les fantasmes, à l'un et à l'autre? C'est compliqué si vous attrapez les poignets d'une dame et que cette dame a subi une violence, une agression sexuelle. Ça peut lui renvoyer cette agression sexuelle. L'érotisme peut dépasser le traumatisme, mais il peut être aussi source de reviviscence. Or, faire l'amour, c'est se faire du bien. Donc, il faut communiquer au préalable et communiquer avec les gestes, doucement, en douceur, et communiquer avec les mots pour permettre de mieux comprendre, de mieux s'entendre et de pouvoir cheminer ensemble. Mais les neurosciences ont montré quelque chose, que nous sommes programmés sociétalement. Nous avons la possibilité, grâce aux IRM, de démontrer que finalement, chez l'homme et la femme, la cognition n'est pas du tout différente. Elle est pareille. Donc dans ce que nous apprenons tous les jours, l'homme et la femme vont apprendre des différences, mais ce sera lié culturel. Donc le plaisir, ce sera la même chose. On va pouvoir être complètement à l'écoute de l'autre quand on aura compris qu'il est singulier et que chaque relation est singulière et qu'il est important de pouvoir avoir une discussion sur ce qu'il plaît à l'un et à l'autre. Parce que les femmes ont certes peut-être des façons de rentrer dans la jouissance différentes des hommes, parce qu'elles n'ont pas le même appareil génital, on est bien d'accord. Néanmoins, il y a certaines femmes qui vont apprécier qu'on leur touche les seins, il y a certains hommes qui vont apprécier qu'on leur touche aussi les seins, et puis il y a des hommes qui ne vont pas aimer, et puis il y a des femmes qui ne vont pas aimer. C'est parce qu'on est singulier qu'il faut apprendre à s'écouter. Il est important de communiquer, d'accord, et de prendre en compte les blessures psychiques. Les blessures psychiques liées bien souvent à des traumatismes. Et dans notre monde, les parents parfois, ou même l'école, l'harcèlement par exemple dans l'école peut avoir des conséquences, des répercussions sur la relation à l'autre et évidemment sur les rapports sexuels. Il est donc très important de pouvoir échanger avec son partenaire, pouvoir mettre des mots et pouvoir apaiser les égos. L'ego est terrible quand il rentre dans la manipulation, le mensonge, l'emprise de l'autre et qu'on n'est plus dans la véracité et loin de l'authenticité. Carl Rogers explique bien qu'il est capital de travailler sur une non-domination de l'autre, sur une authenticité pour pouvoir être en phase l'un avec l'autre.
qu'on peut entendre par instinctive, c'est qu'on est des animaux. Oui, nous sommes des êtres parlants, mais nous restons des animaux. Et nous sommes, comme dans la nature, réglés comme des animaux. Les femmes ont leur menstruation, les hommes peuvent difficilement, enfants, contrôler leur érection, même parfois adultes. Donc ça montre bien notre part d'animalité. Alors évidemment, quand on décide d'être dans la chasteté, c'est une prise de conscience qu'il est loin de cette animalité. D'accord ? Mais les pulsions, elles existent, la libido, elle existe. Et effectivement, cycliquement, on peut très bien avoir des envies, pas au même moment que notre partenaire, tout simplement. Alors c'est très important de comprendre qu'on peut être fatigué à certains moments et avoir aucune envie sexuelle, désir sexuel, et que parfois, eh bien, parce qu'on se sent bien et que tout va bien, il peut y avoir énormément d'envie sexuelle. Et puis ça va dépendre, encore une fois, de la communication. La sexualité après bébé, évidemment, c'est quelque chose d'un peu compliqué parce que le bébé se réveille souvent, parfois dans la nuit. Il y a des bébés qui sont plus dormeurs que d'autres. Et puis, il y a toutes les complications, la césarienne, l'épisiotomie, que l'homme ne peut pas comprendre. Et ça devient compliqué et c'est là que la communication est essentielle. Parce que, évidemment, l'homme, lui, il aura sa fonction de papa à mettre en place et la femme est complètement dans l'imaginaire de l'enfant, le tout monde de cet enfant-là. Et à travers ça, il y a la relation entre ce couple qui existait auparavant et qui continuera à exister après. Alors évidemment, ça devient compliqué quand bébé se réveille la nuit, qu'on met bébé dans son lit, parce que c'est plus simple. C'est arrivé à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Mais je crois que c'est aussi important que le couple puisse retrouver sa place de couple et qu'ils ne viennent pas juste parents. Car ils deviennent après que des colocataires et c'est très important de pouvoir rester dans une envie de créer du sens et de continuer à perdurer ce qui a été fait auparavant, avant la naissance de ce bébé. Les incompréhensions, la non-communication, la rupture dans la communication peuvent créer des vrais problèmes dans le couple et peuvent du coup accentuer la crise de libido. L'aspect de la sexualité que je souhaiterais aborder, c'est le courage. Le courage d'être, le courage de pouvoir se dire « mais oui, j'ai peur de parler de certaines choses, j'ai peur de mes blessures, j'ai peur de ce que j'ai vécu, mais j'ai des solutions parce qu'il existe des outils qui peuvent me permettre d'en parler. » Alors, les outils pour avoir une sexualité décomplexée, c'est avant de communiquer avec l'autre, communiquer avec soi-même. Communiquer avec soi-même, c'est avoir une réflexion sur soi-même, s'accepter comme on est, dans nos limites, dans nos blessures, dans nos incompréhensions, dans nos manquements, et pouvoir puiser dans notre créativité. Parce que sublimer sa vie, réinventer sa vie, permet d'avancer et de faire les choses autrement, avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, alors on est bien avec les autres. Et c'est très important pour le couple que chacun d'eux puise dans cette créativité. Et donc en art-thérapie, on propose des dispositifs où l'individu pourra à nouveau, grâce à la prise en charge de sa plainte, puiser dans sa créativité.